Je commence par un exemple que vous identifiez. Donc vous voyez sur cette photo un toréador qui vient de mettre à mort un taureau à l'occasion d'une corrida. Je cherche mes mots, je ne suis pas un habitué de ce type de spectacle, mais je ne suis pas là pour donner mon avis et je ne le donnerai pas. L'article 521 du Code pénal, il est écrit à côté, dit le fait d'exercer des sévices graves sur un... Je prends juste les mots en rouge, des sévices graves sur un animal tenu en captivité est puni de 3 ans d'emprisonnement. Et puis l'alinéa 9, je passe tous ceux d'avant, dit que les dispositions de cet article, donc l'alinéa 1, ne s'appliquent pas aux courses de taureaux. A priori, une corrida, ce n'est pas seulement une course de taureaux. On n'a pas un toréador qui court avec le taureau à côté, puis à la fin on dit « Ah, c'est moi le premier » ou « C'est lui ». Ce n'est pas un 100 mètres aux Jeux Olympiques. Ce n'est pas une course de taureaux. Et donc on peut se dire, en tout cas ça peut se défendre, que malgré tout, lors d'une corrida, un animal, un taureau, subit des sévices, on ne peut pas dire autre chose, puisqu'on lui plante des banderilles dans le dos, et in fine on l'exécute, ici proprement, puisque vous avez vu que le toréador, on voit le petit bout de l'épée, vous avez vu que le toréador a frappé juste, de sorte que manifestement le taureau est mort sur le coup, mais il arrive que le toréador ne frappe pas juste, et que le taureau souffre quelques minutes avant sa mise à mort définitive. Donc on peut se dire, à la lecture de ce texte, que la pratique que nous voyons sur la photo peut être répréhensible au regard des dispositions de ce texte. Image suivante. La Cour de cassation, vous vous en doutez, sa chambre criminelle, puisqu'on est en matière pénale, la Cour de cassation a été saisie de plusieurs demandes, j'ai pris un des arrêts, pas tous, a été saisie de plusieurs demandes au fin de faire interdire les spectacles de corrida ou, à défaut d'interdiction, et c'est le cas dans cette espèce, à défaut d'interdiction, de faire sanctionner ceux qui organisent ou ceux qui autorisent ce type de manifestation. Donc, premier alinéa, vous voyez que c'est la Société protectrice des animaux qui agit contre le maire d'une ville, Floirac, qui autorise le 16 mai 1993, une corrida avec mise à mort, puisque c'est bien ce dont il s'agit. Le texte de référence, c'est cet article qui ne parle pas de mise à mort, qui parle de course, en disant « lorsqu'une tradition locale ininterrompue peut être invoquée ». Donc la tradition locale ininterrompue permet de justifier le spectacle s'il s'agit d'une course. L'argumentation de la Société protectrice des animaux est de dire que l'article 521-1 du Code, bon à l'époque c'était l'alinéa 4, peu importe, que l'article 521-1 alinéa 4 du même Code ne permet pas d'autoriser, même au nom d'une tradition locale ininterrompue, un spectacle de corrida avec mise à mort. Ce qu'autorise ce texte, c'est s'il y a une tradition locale ininterrompue, si le spectacle est une course, alors il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 521-1 et de condamner l'organisateur de la manifestation, même si la course dégénère et qu'un des animaux, que le taureau, souffre et qu'on est obligé de le mettre à mort, comme ça peut arriver dans les courses de chevaux. Et pourtant, la Cour de cassation valide la manifestation, relaxe le maire au motif qu'il y a une tradition locale ininterrompue, ce que ne dit pas la Cour de cassation, mais elle le dit implicitement, ce que ne dit pas expressément la Cour de cassation,
c'est que la tradition locale ininterrompue, qui, dans le texte, dans l'article 521-1, la tradition locale ininterrompue, qui, dans le texte, autorise la course de taureaux, eh bien, ce texte autoriserait, et autorise ici, un spectacle de mise à mort, une corrida. Donc la Cour de cassation passe sous silence la condition que le spectacle soit simplement une course. La Cour de cassation passe sous silence que l'article 521-1 fait référence à une course au titre d'une tradition locale ininterrompue. Autrement dit, ce que dit la Cour de cassation, formule classique, implicitement mais nécessairement, c'est qu'au-delà du texte, la tradition locale ininterrompue couvre également un spectacle de corrida dont on sait que le clou, dont on sait que l'objet principal est la mise à mort des animaux, des taureaux qui sont lâchés dans la corrida. Donc voilà ce que c'est une coutume. Voilà ce que c'est une coutume, et voilà ce que c'est une coutume qui s'impose malgré les textes, qui s'impose alors qu'à l'évidence, l'article 521-1 du Code pénal ne permet pas à lui seul de valider, d'autoriser cette pratique. C'est donc bien qu'il y a une pratique, une tradition, une coutume qui vient de la société civile et devant laquelle le législateur, mais surtout le juge, interprétant la norme générale, le législateur et le juge fléchissent. Au-delà de cet exemple, essayons maintenant d'avoir un propos plus général et plus synthétique sur la coutume et les usages. Comment définit-on la coutume ? On dit que la coutume, nous verrons comment cette définition peut être mise à l'épreuve de l'exemple. On dit que la coutume se caractérise par la réunion de deux éléments, un élément matériel, un élément intentionnel. L'élément matériel de la coutume, c'est l'existence d'une pratique constante, notoire et générale en ce sens qu'elle affecte un nombre important d'individus, pas forcément toute la population d'un même pays. Dans mon exemple, la corrida est une pratique constante, notoire et générale dans certaines régions de France. Ça, c'est l'élément matériel. L'élément intentionnel est désigné par une expression latine, c'est l'opinio, opinio comme opinion, mais vous faites sauter le N à la fin, l'opinio necessitatis. C'est dans le polycopier l'expression. L'opinio necessitatis, c'est comme nécessité, sans accent parce que c'est du latin, et à la fin, à la place du « et », on met « is », « is ». L'opinio necessitatis. Qu'est-ce que c'est ? L'opinio necessitatis, c'est la conviction. On peut dire que c'est la conviction de la nécessité, mais si on est plus précis, c'est la conviction chez ceux qui suivent la pratique constante que celle-ci est conforme à la loi. Donc on peut dire qu'à Paris, les cyclistes ne respectent pas les feux, y compris quand la priorité est aux piétons. Et on peut dire, de plus ou moins bonne foi, que c'est une pratique constante, notoire et générale. Mais
à l'évidence, ce n'est pas une coutume, parce que le cycliste qui grille la politesse aux piétons à un feu sait parfaitement qu'il est en tort. Alors s'il est mal élevé, il dit « barre-toi », et s'il est bien élevé, il dit « pardon ». Mais qu'il soit mal élevé ou bien élevé, il sait que griller la politesse aux piétons alors que le feu est rouge pour lui et vert pour le piéton le constitue en infraction, en tout cas en faute. En revanche, nos spectateurs de la corrida qui assistent au spectacle considèrent que cette activité, qu'en suivant cette pratique, ils se conforment au droit. Ils n'ont pas l'impression d'être en infraction. On utilise deux expressions, coutume et usage, de manière plus ou moins différenciée. Alors rapidement, vous verrez que dans certains ouvrages, on dit que la coutume suppose la réunion des deux éléments que je viens d'indiquer, élément matériel et élément intentionnel, cependant que les usages ne viseraient que des pratiques, que l'élément matériel, que des pratiques constantes, sans opinio nécessitatis, sans élément intentionnel. Bon, en vrai, il y a une certaine utilisation indifférenciée des deux termes, dans l'usage comme dans la coutume. Dans l'usage comme dans la coutume, il y a un élément matériel, un élément intentionnel. La nuance qu'on peut introduire est que généralement l'usage s'observe dans un milieu, et un milieu professionnel, mais un milieu qui peut ne pas être professionnel, par exemple l'univers des chasseurs, où il y a des usages. La coutume se définit plutôt par rapport à un territoire. Et donc, la tradition locale ininterrompue que nous voyons dans cet arrêt, la tradition tauromachique, relève plutôt de la coutume, puisqu'elle est géographiquement située et qu'il n'y a pas de corrida à Paris, au Stade de France. Généralement, le poids de la coutume et de l'usage est assez largement sous-estimé par les auteurs au motif, qui n'est pas faux, au motif que lorsque la coutume et l'usage deviennent du droit positif, donc le droit qui s'applique, lorsque la coutume et l'usage deviennent du droit positif, elles font généralement l'objet d'une écriture. Et cette écriture est avalisée par le législateur au sens large, le Parlement et le pouvoir exécutif lorsqu'il prend des règlements généraux. Autrement dit, dit-on, la coutume devient du droit positif parce qu'elle est reçue par le législateur et donc, en un mot, dit-on, la coutume et les usages se dissolvent dans la législation. Ce qui n'est pas rigoureusement exact pour deux raisons. Ce qui n'est pas rigoureusement exact, ça veut dire que ce n'est pas rigoureusement faux, ce n'est pas rigoureusement exact pour deux raisons. Alors quand on dit, ce n'est pas rigoureusement exact, c'est parfois une formule très diplomatique pour dire ce que vous dites est complètement idiot, mais quand on a quelqu'un en face de nous dont on pense que ce qu'il dit est parfaitement absurde, on lui dit « je ne suis pas sûr que votre propos soit rigoureusement exact ». Voilà, c'est plus poli. Mais ici, je le dis dans un sens qui n'est pas diplomatique, ça n'est pas rigoureusement exact, dans ce sens que ça n'est pas faux non plus. Et si vous écriviez que la coutume, la plupart du temps, se dissout dans l'œuvre du législateur, vous ne diriez pas une bêtise. Mais il faut nuancer le propos de deux manières, pour deux raisons. Première raison, lorsque la loi, au sens large, lorsque la règle qui vient de l'État, donc la loi au sens large, c'est ça. Lorsque la loi, au sens large, la règle qui vient de l'État,
reçoit, intègre une coutume, il n'en reste pas moins. Il n'en reste pas moins que le texte de la loi résulte du constat de la coutume bien plus que d'une volonté politique du législateur. Bien plus que d'une volonté politique du législateur, ce qui veut dire que celui-ci fonctionne, j'exagère le propos, fonctionne en quelque sorte comme une chambre d'enregistrement, de normes qui sont issues de la société civile. Seconde observation, malgré tout, il y a des coutumes, des usages qui s'imposent en pratique sans que le législateur n'en dise un mot. Sans que le législateur n'en dise un mot, sauf à ce que le législateur renvoie dans certaines matières aux usages. Je l'ai dit dans le polycopier, je passe vite. En pratique, ces coutumes et ces usages, c'est paradoxal, ces pratiques et ces usages se rencontrent dans l'univers des normes supralégislatives. Levez le crayon une seconde. Je suis à la fin du chapitre sur les normes générales. Et je termine par les normes de la société civile qui, a priori, sont tout en bas de la hiérarchie. Et vous voyez que, bien que, en principe, tout en bas de la hiérarchie, les coutumes et les usages sont si puissants que certains peuvent remonter dans la hiérarchie. J'ai mon exemple de la tauromachie qui permet pratiquement de passer au-dessus du législateur, et j'ai les deux exemples que je cite dans le cours écrit, qui sont les usages constitutionnels et les usages en matière internationale, et je pense ici aux usages du commerce international. Donc, autrement dit, nous avons des usages qui vont se retrouver, qui vont remonter jusqu'aux normes constitutionnelles ou jusqu'aux normes internationales. Et pourquoi ? Eh bien, pourquoi ? Parce que dans ces matières supralégislatives, constitutions, traités internationaux, la fabrication de la norme obéit à un processus qui est bien plus complexe que le processus de fabrication des lois au sens strict, des règlements au sens strict. Pour faire une loi, il faut un vote, une majorité au Parlement. Pour faire un règlement, il faut qu'un ministère travaille. Mais pour faire la Constitution, il faut un référendum ou une majorité des 3/5 lorsque le Parlement est réuni, donc les deux assemblées. Ceci, pour vous dire ce que je dis, mais pour vous dire que le droit n'est pas qu'un phénomène d'autorité.